Roger Prat fut le premier laitier engagé à la laiterie en tant que salarié pour conduire le camion Citroën que mon père avait fait acheter par le conseil d'administration pour remplacer peu à peu les chariots attelés à un cheval. La totalité des tournées fut bientôt assurée grâce à ce mode de transport. D'autres personnes avaient été engagées pour conduire les autres camions. La flotte se composait maintenant de 4 véhicules. Un jour, à l'arrivée de sa tournée, Roger Prat entra dans le bureau de mon père et dit « Bonjour, monsieur Berland, écoutez, je pense que la famille Kev de Saint-Ouen fraude. »« Bonjour, Roger, qu'est-ce qui te fait penser cela ?»« C'est parce que madame Kev apporte chaque matin 4 grands seaux de 20 litres au cul du camion. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle attend toujours que j'ai commencé à verser le premier seau pour aller chercher les 2 derniers. Je trouve son comportement bizarre. » Mon père était, comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, un ancien contrôleur laitier. À l'époque, il était redouté et il avait réussi de belles prises de fraudeurs avant la guerre lorsqu'il pratiquait ses contrôles dans les laiteries du sud Saint-Onger. Il nous avait raconté la fois où il était allé assister de nuit à la traite dans une ferme. Cela faisait longtemps qu'il suspectait le fermier, mais l'homme était particulièrement futé. La fraude n'était pas facile à caractériser, car elle était de faible proportion. La tricherie avait pu être prouvée in situ grâce à la comparaison de la densité du lait qui avait permis de mettre en évidence l'ajout d'eau dans le volume total de la traite. Mon père réfléchit à la meilleure façon de procéder. L'affaire était sérieuse. Si la fraude était avérée, cela ne manquerait pas de créer un véritable séisme dans la localité. M. Kev était le premier adjoint au maire de la commune. Il était également un ami et collègue de chasse de M. Chéniaud, le contrôleur de la laiterie, et il entretenait une amitié affichée avec le juge en charge du tribunal d'instance de Saint-Jean-d'Angély. Dans un premier temps, mon père décida de n'en parler à personne. Il fit promettre à Roger Prat de rester également très discret. « Voilà comment nous allons procéder, Roger. Vous comprenez que nous allons devoir nous assurer qu'il y a bien triche avant toute intervention. Voici ce que vous allez faire. Durant 15 jours, vous allez, sans rien dire à personne, continuer à collecter le lait que vous apportera madame Kev chaque matin, mais au lieu de le verser dans le bidon avec le lait des autres fermes, vous le verserez dans un autre bidon. À l'arrivée, nous pourrons ainsi contrôler la production de cette ferme et nous faire une opinion. » Le bidon témoin en main, mon père se mit en charge de tester la densité du lait à l'aide d'un pèse-lait, également appelé lactomètre. C'est un appareil qui ressemble à un de ces thermomètres au mercure qui existaient à cette époque. Le tube en verre porte à l'intérieur une graduation et sa base est lestée de telle sorte que, plongé dans un liquide, il flotte plus ou moins en fonction de la densité du liquide. Celle du lait est en moyenne de 1,032, alors que celle de l'eau est de 1. Elle peut varier quelque peu selon que le lait contient plus ou moins de crème, donc de matière grasse. Aussi, un faible ajout d'eau dans le lait pour en augmenter la quantité peut être parfois difficile à évaluer. Plus cet apport d'eau est conséquent, plus la densité baisse et se rapproche de 1. Le contrôle se fit de manière anonyme. M. Chéniaud, le contrôleur, n'avait pas été mis dans la confidence. Mon père avait confiance en son contrôleur, mais il voulait à tout prix éviter une indiscrétion. Moins de personnes seraient au courant, plus il serait certain que la traque serait ignorée de la famille Kev. Il fallait absolument faire en sorte qu'elle n'ait pas vent de cette surveillance, sinon l'opération risquait d'échouer. Mon père plongea le pèse-lait dans le liquide. Le résultat fut sans appel. La quantité d'eau ajoutée était telle
que l'appareil s'enfonça suffisamment pour en déduire que le lait avait bien été mouillé. On disait cela lorsque de l'eau lui était ajoutée. Mon père évalua la quantité à environ 20% du total, ce qui représentait une bonne quinzaine de litres et une notable fraude. Au prix du litre de lait, la somme d'argent que cela représentait en fin de mois était conséquente. Cela ne permet pas de contestation, dit mon père. Toutefois, nous allons poursuivre ce contrôle durant une quinzaine de jours avant d'agir pour nous assurer que la fraude caractérisée se produit bien chaque jour. Il ne faudrait pas que nous rations notre contrôle le jour venu. Roger Prat fut une véritable tombe. Il effectua, chaque matin, la collecte de la production de cette ferme dans un bidon séparé, et à chaque contrôle mon père put s'assurer que la fraude se reproduisait immanquablement et toujours dans les mêmes proportions. Il fut décidé que l'intervention aurait bien lieu. Mon père convoqua le contrôleur, M. Chéniaud. Il lui expliqua le contexte. Conscient de la situation délicate dans laquelle se trouvait son contrôleur, eu égard aux relations amicales qu'il entretenait jusqu'alors avec M. Kev, il lui dit « Je comprendrai fort bien que contrôler votre ami puisse vous poser un cas de conscience. Dites-le-moi franchement. Si nécessaire, j'interviendrai moi-même. Je vous demanderai juste de ne pas prévenir votre ami. » M. Chéniaud assura mon père qu'il tenait à faire lui-même le constat de la fraude. Il était outré du comportement de son ami. Son éthique personnelle lui ordonnait de ne pas cautionner un tel acte. Son honneur de contrôleur était en jeu. Que penserait-on s'il refusait de faire son devoir de contrôleur? Il fallait mettre une stratégie en place pour être sûr de pouvoir coincer la fraudeuse. Elle était particulièrement méfiante. Mon père réfléchit et fit la proposition suivante. « Roger, vous allez dégager un espace dans le fond du camion pour que M. Chéniaud puisse s'y cacher derrière les bidons. Il n'est pas possible qu'il s'assoie auprès de vous dans la cabine. Madame Kev l'apercevrait et nous ne pourrions pas la coincer. Lorsqu'elle aura posé les 2 premiers seaux sur le sol, vous ferez comme d'habitude, mais vous vous énerverez sur le bidon en tentant de l'ouvrir. Vous ferez semblant de ne pas y parvenir. Lâchez quelques jurons bien sentis et tapez du pied dans le bidon. Elle ne devrait pas se méfier. M. Chéniaud restera caché jusqu'à ce qu'elle arrive avec les derniers seaux. À ce moment, ouvrez le bidon, dites « Ah, enfin !» Ce sera le signal pour que M. Chéniaud sorte de sa cachette. Le subterfuge allait fonctionner. Madame Kev, n'apercevant pas de présence, autre que celle du laitier, alla récupérer ses 2 derniers seaux pendant que Roger continuait à tempêter contre son bidon. Les 4 seaux à terre, le contrôleur apparut soudain. Madame Kev devint toute pâle. Elle se sentit piégée. M. Chéniaud testa le premier seau. Le pèse-lait se stabilisa à la marque, indiquant une densité normale. Il en fut de même pour le second et le 3e récipient. Restait le 4e. Là, l'appareil plongea et disparut sous le liquide de couleur blanche. Il contenait essentiellement de l'eau. Un peu de lait avait été rajouté pour le colorer, mais en y regardant de plus près, on voyait bien que la couleur du liquide était plus pâle. C'était là le subterfuge. Madame Kev attendait le dernier moment pour mouiller son lait. En cas de passage du contrôleur, elle n'apportait que le lait non fraudé. Elle pensait ainsi échapper à un contrôle inopiné. Mal lui en prit. M. Chéniaud prit un échantillon du lait fraudé. La tricherie était si flagrante qu'il était impossible de contester. L'affaire fit grand bruit. M. Kev eut beau arguer qu'il ignorait tout de la manœuvre de sa femme, il fut condamné. Il prétendait qu'elle fraudait à son insu. Le voisinage était remonté contre lui. Les élections approchaient. M. Coindeau, un de ses voisins, connu pour ses talents épistolaires, se lâcha. Il prépara un tract qu'il distribua dans les boîtes aux lettres, où il décrivait, avec beaucoup d'humour,
les agissements frauduleux de son voisin. Il avait intitulé son tract « La treilleuse aquatique ». M. Kev devint la risée de ses concitoyens. Aux élections, il ne fut pas réélu. M. Chéniaud cessa de le fréquenter. Quelques années plus tard, dans le but de favoriser une meilleure richesse du lait en matière grasse, les laiteries décidèrent de ne plus payer le lait au litre, mais à sa teneur en matière grasse. Les quantités étaient toujours comptabilisées à chaque passage du laitier, mais des échantillons étaient relevés à intervalles irréguliers, ce qui fait que la fraude devenait beaucoup moins intéressante, car si le lait était mouillé et si le relevé d'échantillons se faisait à ce moment-là, l'effet était contre-productif. Mon père fit construire un petit laboratoire et M. Vouillon, embauché depuis peu, fut chargé de l'analyse des échantillons. M. Chéniaud continua de son côté à suivre les laitiers dans leur tournée pour débusquer d'éventuels tricheurs.